Alors aujourd'hui, nous avons un sujet difficile, douloureux, que je tenais à inclure dans cette série sur le lien entre colonisation et migration, et en même temps, c'est une illustration d'un phénomène assez rare dans l'histoire des politiques migratoires, puisque ce sont des politiques qui se veulent démographiques. Vous savez que la politique migratoire peut être économique, elle peut être aussi juridique, fondée sur les droits fondamentaux, ça existe quand même un peu. Elle peut être... voilà. Mais il est assez rare dans notre histoire qu'on ait eu une politique migratoire qui se voulait, qui prétendait régler un problème démographique. On a eu ça en 1927, notamment avec la loi de naturalisation, qui était largement fondée sur l'idée que le déclin démographique de la France pouvait être compensé par une naturalisation rapide des étrangers, un contexte très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Alfred Sauvy, alors qu'il ne connaissait pas encore l'ampleur du baby-boom, il ne la soupçonnait pas du tout, avait imaginé de faire venir 7 millions d'étrangers, avec femmes et enfants, des étrangers productifs en termes démographiques, pour combler les trous de la pyramide des âges, équilibrer les générations, etc. Et puis, troisième épisode, c'est l'idée que, c'est ce que Ivan Jablonka appelle la théorie des vases communicants, l'idée que le trop-plein des départements d'outre-mer devait se déverser dans le désert français, au cœur du désert français, pour rééquilibrer, là encore, l'équilibre démographique. Alors évidemment, pour un démographe comme moi, qui est dirigé un institut qui avait été fondé par le père de Michel Debré, par le professeur Debré, ces choses-là, évidemment, vous interpellent profondément. Et donc, je tenais à ce que deux chercheurs ayant vraiment approfondi cette histoire soient présents. Alors, ce n'est pas exactement le même sujet, mais le protagoniste est le même, c'est Michel Debré, fils de Robert, ancien Premier ministre du général de Gaulle, qui a toujours été toute sa vie hanté par les questions démographiques et qui conçoit d'un côté le transfert forcé des enfants, des pupilles de la Réunion. Et donc, Yvan nous expliquera les effectifs et dans quelles conditions s'est effectué ce transfert. Et puis, Sylvain Pathieu reviendra sur la politique du bimidum de façon générale. Alors, nous avons, c'est un cas un peu exceptionnel, nous avons deux historiens, deux professeurs d'histoire, qui en même temps sont écrivains aussi, chacun à sa manière. Vous connaissez évidemment les grands livres d'Ivan Jablonka. Il y a eu un livre sur Genet, les aspects un peu inavouables de la pensée de Jean Genet. Il y a eu Laetitia, qui est un livre d'une puissance extraordinaire. Il y a eu bien sûr Les grands-parents que je n'ai jamais connus. Bon, vous connaissez tout ça. Puis tout récemment, le livre sur Jean-Jacques Goldman. Mais chacun de ces livres, tout en étant traversé par une vision forcément subjective de l'histoire, s'appuie sur une documentation extrêmement riche. Et c'est l'équilibre entre les deux aspects qui m'a toujours fasciné dans le travail d'Ivan Jablonka. Alors Sylvain Pathieu, vous avez fait des romans, vous êtes intéressé également à l'histoire sociale du tourisme, vous avez travaillé sur plusieurs sujets, vous êtes actuellement plutôt, je crois que vous formez des étudiants dans un master d'études littéraires ou d'art littéraire, je ne sais pas comment vous dites, de création littéraire, voilà, pardon. Voilà, mais vous êtes évidemment d'abord et fondamentalement un historien, comme on va bien le mesurer dans un instant. Donc je cède la parole avec Ivan Jablonka, puis ensuite, pendant 3 quarts d'heure à peu près, puis ensuite Sylvain Pathieu prendra le relais. Merci. Bonjour, je suis très honoré de venir parler à cette tribune dans le séminaire du professeur Errand que je remercie chaleureusement et je voudrais vous-même vous remercier d'être venu nous écouter.
Alors, je voudrais vous parler ce matin d'un épisode de l'histoire française qui me paraît important et même crucial, mais qu'il est pourtant difficile de situer et de replacer dans un contexte satisfaisant. De quoi s'agit-il ? Entre 1963 et 1982, la DAS de La Réunion a transféré en métropole 2000 enfants. Cette opération était orchestrée par Michel Debré, qui est un personnage incontournable du XXe siècle français, compagnon de route du général de Gaulle, grand résistant, premier ministre de la Ve République et qui a détenu par la suite des portefeuilles ministériels de premier plan. Il nous intéresse ici parce qu'il est devenu en 1963 député de La Réunion, après avoir dû quitter Matignon à la suite d'un certain nombre de désaccords avec le général, parmi lesquels entraient la politique algérienne et l'indépendance de la future Algérie. Il s'agit donc de convoyer ces enfants, donc des mineurs, par avion à 9000 km de leur milieu d'origine pour les confier soit à des institutions, soit à des familles d'accueil, soit encore à des familles adoptives, lesquelles étaient disséminées dans plus de 80 départements métropolitains. Vous savez qu'il y avait à l'époque un petit peu moins de 100, enfin à peu près 90, entre 90 et 100 départements français. Donc on peut dire qu'avec 80 départements sollicités, c'est la quasi-totalité du territoire national qui a accueilli des enfants réunionnais. Alors ce sont des arguments d'ordre social, démographique et politique qui ont permis de justifier ce transfert. En effet, disait-on, le maintien des enfants dans leur famille et même sur l'île était rendu impossible par l'ampleur de la misère, le caractère endémique de la violence et de l'alcoolisme, et enfin par la vétusté des établissements sociaux qui auraient pu les accueillir s'ils avaient été retirés normalement de leur famille. En outre, et j'en arrive au cœur ici de notre réflexion démographique, en outre, La Réunion était, pensaient les élites locales, dans une situation de surpopulation, avec une population très jeune, sans pratique contraceptive, avec un taux de natalité parmi les plus élevés du monde. Cela aurait pu provoquer une explosion sociale et peut-être mener l'ancienne colonie française sur la voie de l'indépendance. En tout cas, cette situation a été jugée suffisamment menaçante pour que soit organisée en parallèle de cette migration d'enfants, une migration d'adultes. Au cours des années 60 et 70, c'est une société d'État, le Bumidum, qui a conduit en métropole plus de 37 000 travailleurs réunionnais. Bumidum, ça veut dire Bureau pour les migrations intéressant les départements d'outre-mer. Je ne vais pas développer puisque ce sera le sujet de mon collègue Sylvain Pathieu. Ce transfert de population d'enfants et d'adultes faisait partie d'un plan beaucoup plus large initié par le même Michel Debré pour sortir l'île de son archaïsme et pour l'amener progressivement au niveau de la métropole, sachant que La Réunion était théoriquement un département français depuis 1946. Donc pour le dire en termes technocratiques, il s'agissait d'amener La Réunion au même niveau de développement socio-économique que, disons, la Sarthe ou les Bouches-du-Rhône. Alors, les sources sur lesquelles je vais m'appuyer ce matin, c'est d'abord mon livre « Enfants en exil » que j'ai publié il y a quelques années. À l'occasion de ce livre, j'avais dépouillé de nombreuses archives du fonds Michel Debré, toute la presse de l'époque, et puis surtout, ce qui avait été important d'un point de vue historiographique, mais aussi émotionnel, dois-je le rappeler, j'avais eu accès à l'ensemble des dossiers des enfants transférés de La Réunion en métropole. Et c'est, j'y reviendrai peut-être, une rencontre qui était à la fois historiographiquement importante et émotionnellement bouleversante.
Et puis je me suis aussi appuyé sur le rapport de mon collègue Philippe Vital qui est paru en 2018 à la demande du ministère des DOM et qui a apporté des éléments importants pour comprendre mieux cet épisode. Vous verrez dans ce diaporama que je vais vous projeter, quand il n'y a pas de source indiquée, c'est que ça vient de mes propres dépouillements et de mon propre livre. Plus généralement, il y a eu 3 attitudes de l'État français vis-à-vis de ce transfert d'enfants. Dans les années 60 et 70, cette migration a été organisée dans la plus grande discrétion, dans le plus grand silence. Dans les années 2000, il y a eu un déni, une dénégation. Et puis aujourd'hui, on peut dire que c'est le moment d'une histoire un petit peu plus apaisée et l'État français a reconnu son action à La Réunion et plus largement dans les départements d'outre-mer. Ce qui est intéressant aussi pour l'historien du social et l'historien de la mémoire que je suis, c'est que cet épisode constitue, comme disaient Rousseau et Conan, un passé qui ne passe pas. Il y en a eu d'autres, bien sûr, au XXe siècle, et beaucoup plus graves. Le régime de Vichy, l'occupation, le rôle de la France pendant la Shoah, la guerre d'Algérie, mais on peut dire qu'ici, il s'agit tout de même d'un de ces passés qui ne passent pas, et je crois que ce n'est pas sans rapport avec les grands débats de notre temps, la mémoire de l'esclavage, la colonisation, les non-dits de la décolonisation, et enfin le modèle d'intégration français. Pour parler de cet épisode, je vais l'évoquer en 3 moments. D'abord, je vais vous présenter les 3 grandes étapes qui ont présidé à ce transfert forcé d'enfants. Ensuite, je vais vous parler du choc métropolitain. C'est une expression que j'emploie pour désigner la commotion culturelle que cette migration forcée a représentée pour les enfants. Enfin, j'évoquerai la question de la légalité pour me demander si ce transfert était, oui ou non, légal. Alors, entre 1963 et 1982, donc, ce sont près de 2000 enfants qui ont été transférés de force en métropole en 3 étapes. D'abord les années 60, c'est le transfert qui commence un petit peu en fanfare dans un grand optimisme technocratique. Ensuite, au début des années 70, il y a un essai de réforme au sein de la DAS de La Réunion. Et puis, à la fin des années 70, c'est le déclin et l'interruption de cette politique. L'opération commence en 1963 avec une conjonction de plusieurs facteurs. L'élection de Michel Debré à la députation de La Réunion, la création du Bumidum sur laquelle on reviendra dans cette deuxième partie de séance, et puis de manière plus conjoncturelle, le rôle du DAS de La Réunion, c'est-à-dire le rôle du directeur de la DAS de La Réunion, Jean Barthes, qui va être, après son poste à La Réunion, qui va être nommé en métropole et qui va donc pouvoir continuer l'œuvre qu'il a commencée sur l'île. Entre 1963 et 1965, on enregistre 250 départs, c'est-à-dire à peu près 15% du total, et plusieurs établissements sont mis à contribution dans l'Oise, dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore dans l'Hérault. C'est surtout en 1966 qu'intervient le grand tournant de l'opération avec ce que j'appellerais le débarquement des enfants en Creuse, dans le département de la Creuse. Ce sont 200 enfants qui partent en une seule année et leur départ est très concentré puisque la quasi-totalité de ces 200 enfants partent en août et septembre 1966. Cette accélération de la politique s'explique par une conjoncture exceptionnelle puisque Jean Barthes, qui était directeur de la DAS de La Réunion, a été nommé en Creuse, et c'est pour ça qu'il a fait venir, si je puis dire, ses enfants, enfin ses pupilles, les pupilles dont il s'occupait naguère, et bien tout simplement, il les a fait venir dans son nouveau département, la Creuse. Ce placement se fait dans la précipitation. Les enfants sont entassés au foyer de Guéret avec des matelas par terre, enfin dans le plus grand chaos. Puis ils sont placés chez des cultivateurs locaux, des placements bâclés qui sont organisés sans aucune surveillance. Vous voyez ici un extrait, une coupure de presse de l'époque. Donc il y a d'une certaine manière, c'est
le gouvernement français ne communique pas, comme on dirait aujourd'hui, sur ce transfert, mais ce n'est pas non plus un secret. Et c'est à partir de ces moments-là que naît la théorie des vases communicants, avec l'idée qu'il y a un trop-plein ici et une déprise là, et que tout simplement, il va falloir convoyer des enfants, et si possible aussi des majeurs, depuis les zones de trop-plein, la Réunion, vers les zones où l'exode rural a vidé des régions entières. Je cite le journaliste. « S'il est un problème qui tracasse actuellement les élus et l'administration de l'île de la Réunion, c'est bien celui de la démographie. À l'inverse de notre département qui, lui, se dépeuple, on le sait, à une cadence qui tend à être catastrophique, le département français de l'île de la Réunion connaît une très forte poussée démographique. » À la fin des années 60, ce transfert forcé d'enfants réunionnais rencontre ses premières difficultés avec des actes de délinquance, des dépressions, des internements ou encore des tentatives de suicide. Et c'est ce qui explique que, devant la réticence des départements de métropole déjà sollicités, la DAS de la Réunion doit opérer de nouvelles prospections. Autre difficulté, une campagne de presse orchestrée par les communistes de la Réunion, qui sont, Paul Vergès notamment, qui est violemment opposé à la politique gaulliste de Michel Debré. Et vous voyez ici une campagne de presse dans l'organe des communistes réunionnais qui s'appelle Témoignage. Le journal titre de cette manière « Sur ordre de qui organise-t-on le véritable trafic des jeunes enfants réunionnais ?» Et je cite l'article à partir du 2e paragraphe. « Une maison spécialisée se trouverait à Guéret dans la Creuse. Elle est dirigée par un certain Barthes, ancien chef de service d'assistance à la Réunion. Ce trafic d'enfants serait massif. Nous avons parlé d'un départ de 50 ces jours-ci. Pire, c'est l'administration elle-même qui l'organise. » Les communistes réunionnais se trompent assez peu, c'est quasiment exactement ce qui est en train de se passer. Ce qu'ils ne savent pas exactement, c'est que l'administration locale, c'est-à-dire la DAS de la Réunion ainsi que la préfecture, sont en quelque sorte instrumentalisées par Michel Debré en tant que député, ce qui est d'un point de vue administratif ce qui est un barbarisme d'un point de vue administratif. Jamais un député n'est capable en France de dicter sa politique à la préfecture. Mais c'est pourtant ce qui se passe ici. Il y a donc des nouvelles prospections qui sont organisées et d'autres départements sont mis à contribution. Les Pyrénées-Orientales, la Corrèze, la Haute-Vienne et surtout la Lozère, où un autre directeur de la DAS de la Réunion est nommé à la fin des années 60. Le bilan à mi-course, c'est-à-dire en 1970 et le suivant, ce sont à peu près 600 pupilles réunionnais qui sont présents en métropole, 70 à 80 départements ont été sollicités et 70 enfants se concentrent dans quelques départements du Massif central et du Sud-Ouest, notamment la Creuse, le Tarn, la Lozère et le Gers. Vous avez ici une carte que j'ai réalisée. L'implantation des enfants dans le Massif central, enfin c'est le grand Massif central puisque j'ai aussi inclus l'Hérault et le Tarn, mais vous voyez ici que les départements les plus sollicités sont la Creuse, le Cantal, le Tarn et surtout la Lozère. La Lozère, ça fait partie de cette deuxième génération de départements sollicités dans les conditions que j'ai dites, parce que la Creuse est arrivée à saturation avec en plus de graves problèmes rencontrés par les enfants. Et donc, les autorités locales à La Réunion sont en train désespérément de chercher de nouveaux partenaires. Le nouveau directeur de la DAS de La Réunion commence à exprimer un certain nombre d'inquiétudes. Il y a des problèmes avec les pupilles dans tous les départements de métropole, des problèmes sur lesquels je reviendrai dans un instant. Il y a aussi des désistements de partenaires métropolitains qui se sont engagés et qui, dans un deuxième temps, renoncent à recevoir des enfants parce que, pour le dire de manière familière, ils posent trop de problèmes. Évidemment, ils sont les premières victimes de ce transfert. Mais du point de vue administratif, on considère qu'ils posent trop de problèmes.
et donc les partenaires métropolitains se désistent. Et puis, il y a aussi un échec dans les nouvelles prospections, c'est-à-dire que beaucoup de DAS dans les départements de métropole refusent, renoncent ou adressent à la préfecture de La Réunion une fin de non-recevoir. En conséquence de quoi, on observe un ralentissement dans les départs annuels, et de 200-250 départs annuels, on tombe à 90-80 départs annuels au milieu des années 70. On observe aussi une amélioration du suivi des enfants en métropole, ainsi que la création d'une antenne en métropole à Montpellier en 1974. C'est un point qui est capital, même si une antenne, c'est pas grand-chose. C'est un point qui est capital parce que cette antenne a été approuvée par le ministère de la Santé et ça montre bien qu'on est en présence d'une politique d'État. C'est une politique d'État, j'y reviendrai, ce n'est pas du tout une simple initiative, ce n'est pas une lubie des autorités réunionnaises ou de Michel Debré. On est véritablement en présence d'une politique d'État. En tout cas, ces velléités de réforme affichées par le nouveau directeur de la DAS de La Réunion ne plaisent pas à ses supérieurs, parmi lesquels j'inclus Michel Debré, même si administrativement, ce n'est pas un député qui est le supérieur de la DAS. D'où, en 1973-74, le retour de Jean Bart, qui revient aux affaires et qui fait reprendre la migration de masse, ce qui fait qu'à la fin des années 70, ce sont encore près de 500 enfants qui partent en métropole, alors même que la politique de transfert est considérée comme un échec. Mais ce sont encore 500 enfants qui partent. Et puis, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est le chant du cygne qui arrive. À partir de la fin des années 70, on enregistre moins de 20 départs par an. C'est un petit peu la fin de cette politique qui aura duré 20 ans. Voici quelques chiffres. Vous voyez que j'ai ici rassemblé les départs de mineurs et de majeurs. Les mineurs sont convoyés par la DAS, les majeurs par le BUMIDOM. Et ce sont ici donc 2 séries de départs pendant une vingtaine d'années. Et vous voyez qu'en 1970, on compte à peu près 600 enfants présents en métropole. Et vous avez encore de très nombreux départs jusqu'à la fin des années 70 sur fond d'une migration d'adultes qui est encore plus importante, puisque là, elle se chiffre par des dizaines de milliers de départs sur 2 décennies pour arriver un petit peu à moins de 40 000 départs, comme je l'ai dit. Vous avez ici l'ensemble des départs vers la métropole. La courbe grise, c'est celle des adultes par le BUMIDOM, et évidemment, elle écrase par son importance la courbe des enfants. Mais vous voyez en tout cas que les 2 courbes s'infléchissent à partir de la fin des années 70. C'est la fin de cette politique de transfert pour les mineurs comme pour les adultes. Et sur cette courbe, j'ai représenté seulement le départ des mineurs. Et vous voyez ici qu'il y a 2 moments que j'ai soulignés en rouge qui relèvent de cette migration de masse avec plusieurs centaines de départs par an. Et on voit que ça relève d'une politique, la politique de Michel Debré, la volonté même de Michel Debré. Ça renvoie, je l'ai dit, à une politique nationale, mais ça renvoie aussi à un certain nombre de facteurs très conjoncturels, comme la présence de ce Jean Bart à la tête de la DAS de La Réunion. Et à partir de la fin des années 70, c'est vraiment la quasi-disparition des transferts. Alors, quelles sont les causes de cette fin sans gloire ? À mon sens, il y a 3 causes que je voudrais brièvement vous présenter. Les 3 causes qui expliquent la disparition de cette politique, c'est d'abord l'amélioration de la situation démographique et économique sur l'île, sur place. La solidarité nationale mise en place par Michel Debré, construction de routes, résorption des bidonvilles, création de cantines scolaires et de formation professionnelle, etc., etc. La politique donc de solidarité nationale mise en place par Michel Debré a fait son effet. Le niveau de vie s'est accru, les bidonvilles ont quasiment disparu,
L'état sanitaire de la population s'est amélioré. Rappelez-vous que Debré est le fils d'un pédiatre et qu'il était sensibilisé à ces questions. Et les aides sociales se sont développées. Des foyers d'accueil ont été créés sur place pour accueillir les enfants retirés à leur famille et des nourrices ont été recrutées. Deuxième ensemble de causes, il y a en métropole une nouvelle donne politique et des critiques se sont fait entendre au sommet de l'État ainsi que dans l'administration locale. Il y a une archive importante que je voudrais vous présenter, c'est la lettre d'un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, à l'époque, c'était Simone Veil, puisque, rappelez-vous, la légalisation de l'IVG, c'est tout à fait concomitant. Donc, Simone Veil est aux affaires. Et un de ces hauts fonctionnaires écrit à la préfecture de La Réunion pour condamner cette politique. Je vous lis l'extrait de droite envoyé en 1975 au préfet de La Réunion par un haut fonctionnaire du ministre de la Santé. « Il me paraît souhaitable qu'il soit mis fin à de telles pratiques qui me paraissent aller à l'encontre d'une politique de prévention de troubles mentaux, les jeunes ainsi écartés de leur milieu naturel étant placés dans des conditions psychosociales propres à favoriser leur inadaptation. » Bon, il y a un sabir administratif, mais enfin, s'il faut appeler un chat, c'est que cette politique de transfert rend les enfants fous, enfin, les rend inadaptés, provoque, je cite, des troubles mentaux. Bon. Donc, quand on enlève la double négation, on s'aperçoit que c'est une condamnation extrêmement grave de cette politique. Et le haut fonctionnaire poursuit, c'est déportation, le guillemet est bien sûr dans le texte original, ces déportations d'enfants ne suffiront d'ailleurs probablement pas à résoudre le problème de l'emploi dans les départements d'outre-mer que l'on met en avant pour les justifier. Et c'est par ailleurs aussi une condamnation de cette théorie des vases communicants, puisque c'est pas avec quelques centaines ou milliers d'enfants qu'on va régler le problème de l'exode rural en Creuse, dans le Tarn ou dans le Cantal. En tout cas, de manière générale, l'étoile de Michel Debré pâlit après la mort de Pompidou, et d'ailleurs, après 1973, il n'est plus ministre. L'élection de François Mitterrand en 1981 signe la fin de cette politique et la mise au rencard de tous les gaullistes historiques. Le Bumidum est dissous en 1982 et l'antenne de Montpellier est fermée la même année. Troisième ensemble de causes, et je crois que c'est la plus importante, c'est une nouvelle philosophie de l'enfance, une nouvelle évidence pédagogique qui est définie au ministère et dans les DAS de toute la France. Cette nouvelle évidence pédagogique, c'est qu'un mineur doit vivre au sein de sa famille, fût-elle monoparentale, délinquante ou pauvre. Autrement dit, comme l'explique le rapport Bianco-Lamy de 1979, les services sociaux doivent collaborer avec les familles pour éviter le retrait des enfants. Et vous voyez bien que cette philosophie condamne de manière radicale la politique de transfert transcontinental que Michel Debré a opérée pendant tant d'années. Pour conclure sur cette première partie, je dirais que le transfert d'enfants réunionnais ne s'est pas arrêté en raison de son échec. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il était une catastrophe humaine. Il ne s'est pas arrêté parce que des souffrances ont été infligées aux enfants. Non. Cette politique s'est arrêtée parce que des facteurs exogènes survenus en métropole l'ont rendue obsolète. Et je crois que c'est important pour comprendre, au-delà de la politique gaullienne, pour comprendre certaines réflexions politico-démographiques qui ont présidé à la politique française tout au long du XXe siècle. J'en arrive à un deuxième moment de l'exposé qui est le choc métropolitain, c'est-à-dire la manière dont les enfants ont été transférés d'un endroit à un autre. C'est une rupture très brutale qu'ils subissent en effet, et je voudrais vous montrer de quelle manière. D'abord, tout simplement, c'est une autre vie qu'ils découvrent.
Il faut ici en revenir à l'origine géographique des enfants. Vous avez ici une carte qui rappelle l'origine géographique des enfants transplantés. Quelques-uns viennent des espaces sucriers intérieurs, mais la plupart viennent des villes et même du nord urbain, essentiellement Saint-Denis, Saint-Paul, un petit peu Saint-Benoît, pas mal Saint-Pierre, mais vous voyez que c'est essentiellement le nord urbain qui donne des enfants. Et cette carte des origines s'explique très simplement. C'est la carte du prolétariat urbain issu de l'esclavage ou de l'exode rural. Prolétariat urbain avec sa misère endémique et des fléaux que les services sociaux ne laissent jamais passer au XXe siècle comme avant et comme aujourd'hui, l'alcoolisme, la violence, la délinquance, etc. Et puis il faut ajouter aussi à cela qu'il y a sans doute moins de solidarité intrafamiliale en ville et que donc les enfants sont davantage dans une situation de déshérence sociale et même familiale. C'est ce qui explique que beaucoup d'enfants soient retirés par la DAS de la Réunion dans ce contexte. Et vous voyez en tout cas que, du point de vue des enfants, c'est en fait tout simplement un transfert des villes vers les campagnes. Si on simplifie, on peut dire qu'ils sont nés dans les villes et dans les bidonvilles et qui se retrouvent en métropole, à 9000 km de là, bien sûr, mais surtout dans les campagnes. Et ça, c'est un changement important. Car sur cette toile de fond, il faut rappeler des facteurs banals mais cruciaux. Le froid, tout simplement. De nombreux départs ont lieu en novembre et en février, entre novembre et février, ce qui fait que dans les bas de la Réunion, ce qu'on appelle les bas à la Réunion, donc dans la zone littorale, il peut faire 35 degrés, zone tropicale, alors que quand on arrive dans l'hémisphère nord, en Creuse ou en Lozère, il peut faire moins 10. Donc c'est un dénivelé de parfois 30-40 degrés Celsius, avec, au-delà du choc thermique, des maladies, comme les maladies des voies aériennes supérieures, etc. C'est le soleil qui disparaît de la vie des enfants, l'océan aussi, avec tout un changement de vie, tout un changement culturel qui a son importance. Ce sont les baignades, la plage, le soleil, les coquillages qui disparaissent de la vie des enfants. Plus généralement, les enfants doivent se familiariser avec une multitude de choses inconnues, la neige, la gadoue, les pantalons, les chaussures, les manteaux, le camembert, les châtaignes, le saucisson, la soupe du soir, etc. Et par ailleurs, de nombreux enfants sont placés dans des institutions religieuses et le carcan du pensionnat contraste avec la liberté dont ils jouissaient à la Réunion, due au mode de vie, à l'absentéisme scolaire et parfois aussi à la négligence des parents. J'ajouterai à cela la commotion culturelle, puisqu'il faut renoncer au créole, qui est la langue maternelle des enfants, pour apprendre une langue étrangère, le français. Et l'imparfaite maîtrise du français s'observe à plusieurs niveaux. Les enfants prononcent mal, avalent les lettres, manquent de vocabulaire, et plus largement, ces problèmes de langue handicapent leur intégration sociale ou professionnelle, et de fait, de nombreux rapports officiels décrivent des enfants timides, inhibés, ternes, effacés, qui préfèrent demeurer à l'écart des autres. Il y a aussi la blessure du racisme que les enfants subissent en métropole. Alors ici, il faut faire une précision importante, c'est que le transfert n'est pas raciste en soi. Car si on s'intéresse à la composition ethnique de ce transfert, même si il est très ambigu de parler ainsi pour des raisons philosophiques, mais aussi tout simplement parce que la Réunion est une terre de métissage, on note cependant une surreprésentation des enfants créoles clairs, c'est ceux qu'on appelle les petits blancs à la Réunion, qui sont surreprésentés de plus de 15 points par rapport à la moyenne sur l'île. Ce qui fait qu'en fait, ce sont davantage des enfants blancs, enfin en tout cas selon la terminologie réunionnaise, des petits blancs ou des créoles clairs, qui sont partis. Alors bien sûr, il y a eu aussi des cafres et donc des enfants noirs d'origine esclave africaine, mais beaucoup d'enfants blancs créoles clairs, en tout cas surreprésentés par rapport à la moyenne
de l'île. C'est d'ailleurs la même chose pour le Bumidum, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Pourtant, les enfants noirs ou métis subissent le racisme en métropole avec des expressions de mépris que j'ai retrouvées dans les dossiers, noireaux, nègres, chocolat, etc. Et c'est d'autant plus douloureux qu'on leur a dit et répété qu'ils étaient des Français à part entière. Je vous donne l'exemple de Alain, qui est né en 1952, qui part en métropole en 1971 par l'intermédiaire du Bumidum, alors même qu'il est un pupille de l'État. Et il écrit à son assistante sociale qu'il est arrivé à Orly à 6 h du matin, qu'il travaille désormais dans une usine à Poissy, et qu'il, je le cite, je me trouve un peu dans mon travail, c'est drôle, je travaille parmi des Turcs et des Arabes. Dans l'appartement où je suis, on est à 11 Réunionnais. Donc ça veut dire que dans ce milieu des usines à Poissy dans les années 70, il y avait des Turcs, des Arabes et des Réunionnais. Et je cite sa lettre. Ici, je suis en parfaite santé. Parfois, le dimanche après-midi, il y a des petites oreilles, donc les enfants métropolitains qui viennent nous voir. Ils nous demandent de leur apprendre le créole, puisqu'ils commencent à comprendre ce que nous disons dans nos langages. Mais leurs parents n'ont pas l'air d'être contents que leurs enfants nous fréquentent, parce que nous sommes parmi les Marocains et les Turcs. Ici, on les appelle, ces gens-là, les bougnouls. Or, la plupart des gens de Mantes nous prennent pour des bougnouls, etc., etc. Un autre aspect du choc métropolitain, c'est l'adieu à la famille, puisque l'élimination des parents commence sur l'île par les services sociaux, les parents étant écartés au motif qu'ils pourraient gêner l'éducation, ou plutôt la rééducation de leurs enfants. Après le transfert, les relations avec la famille deviennent quasiment impossibles, et ce sont aussi les fratries qui sont éclatées, puisque en métropole, les frères et sœurs sont disséminés dans différents établissements, différentes familles, selon une politique qui est délibérée et dont beaucoup de sources attestent. En effet, l'isolement de chaque pupille permet de combattre la prétendue solidarité des Réunionnais et leur esprit de groupe. Pour conclure sur ce deuxième moment que j'ai consacré à cette commotion culturelle, vous voyez que le cadre de vie que les enfants découvrent dans le Massif central, dans le Sud-Ouest et ailleurs, est radicalement nouveau. Et à leur arrivée à Guéret en 1966, pour prendre l'exemple des enfants de la Creuse, ils ressemblent, je cite, à des petites bêtes affolées, comme dit un témoin. Je vous donne rapidement l'exemple d'un pupille, Jean Daniel, qui est ici décrit comme un enfant ayant certainement besoin d'affection. Envers l'éducateur, il aurait tendance à trop de familiarité, à ne pas savoir s'arrêter, etc. Donc pour conclure, vous voyez que le choc métropolitain, c'est l'exposition à un froid inconnu, la nostalgie de l'océan, la perte des habitudes culinaires, l'oubli programmé de la langue maternelle, l'agression raciste, la séparation familiale, la claustration du pensionnat, la solitude, et enfin la sensation d'être un étranger dans son propre pays. Ce qui me fait dire que le transfert des pupilles réunionnais ressemble à s'y méprendre à une émigration. On pourrait dire que dans un cadre national, c'est une migration. Vous voyez en fait que beaucoup de facteurs culturels, sociaux et même politiques la transforment en émigration avec son cortège de déculturation et d'identité altérée. Il y a aussi des phénomènes de délinquance et de clochardise que j'évoque dans un dernier document. C'est un document qui date de 1974. Je cite le deuxième paragraphe. « La société d'État Bumidum, faite pour les Français d'outre-mer, ne veut pas me prendre en charge. Je suis obligé de mendier mon pain sur les routes. Je n'ai pas de point fixe. Personne ne me vient en aide. Alors je vous demande de bien vouloir me faire retourner ou revenir dans mon pays. » Le terme « pays » n'est pas anodin. « Auprès de ma famille à laquelle vous m'avez enlevé pour faire de moi un mendiant. » Je voudrais en venir dans un dernier moment sur la question de la légalité. Est-ce que, c'est une question toute simple, est-ce que Michel Debré et les préfets successifs avaient le droit, je parle en termes légaux, avaient le droit de réaliser leur projet ?
Alors vous voyez bien que ce n'est pas un jugement moral, hein, l'historien ne parle pas en ces termes, mais l'historien peut s'interroger sur la légalité de ce transfert. Le problème, c'est que si la question est simple, la réponse ne l'est pas, car d'un point de vue légal, il n'y a pas une entité transfert d'enfants. En effet, le transfert d'enfants se décompose en plusieurs étapes. Les enfants sont successivement séparés de leur famille, immatriculés dans le service, envoyés en métropole, confiés à des établissements ou des familles, et chaque étape correspond à une légalité propre. Alors il y a plusieurs catégories de pupilles pour compliquer l'histoire, et je voudrais maintenant envisager 2 cas de figure. Les enfants en garde ou les enfants pupilles de l'État. Pour les enfants en garde, l'article 375 du Code civil dispose que des mesures d'assistance éducative sont décidées par un juge si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont compromises. Et dès lors, la DAS, dans toute la France, détient le droit de garde et le droit de placement. Or, il y a une tradition réunionnaise à l'époque, c'est celle des enfants ramassés. Les enfants ramassés, ce sont des enfants dont les proches parents ont disparu, ont migré, sont morts, et ces enfants sont recueillis par des proches de la famille. Et ces enfants ramassés renvoient à 2 visions concurrentes. Pour les travailleurs sociaux, les employés de la DAS de La Réunion, ces enfants sont bel et bien abandonnés, les parents ont disparu, et les enfants vivent au domicile de gens qui ne sont pas leurs tuteurs, qui ne les ont pas adoptés, et qui n'ont même parfois aucun lien de parenté avec eux. Or, l'enfant ne peut pas rester sans statut, et l'article 376 du Code civil dispose que les parents peuvent remettre leur enfant à un particulier digne de confiance, mais il faut qu'il y ait un jugement rendu par un tribunal, ce qui n'est jamais le cas dans le contexte de la Réunion des années 60 ou 70. Dès lors, les services sociaux considèrent que l'enfant est en déshérence de tutelle, la procédure s'enclenche normalement, la tutelle des mineurs est organisée avec un juge, avec un tribunal, et les enfants sont immatriculés en garde, et comme la DAS a le droit de garde et le droit de placement, elle peut décider de les envoyer en métropole. En revanche, aux yeux des adultes qui s'occupaient des enfants, il y a ni plus ni moins un enlèvement par les services sociaux. Le deuxième cas de figure que je voudrais évoquer, c'est celui des pupilles de l'État. Les pupilles de l'État sont des mineurs complètement privés de famille parce qu'ils sont nés sous X, parce qu'ils sont abandonnés, orphelins, ou parce qu'ils ont été judiciairement abandonnés, selon l'article 350 du Code civil qui existe encore aujourd'hui. Ces enfants sont absolument et définitivement coupés de leurs parents, et l'article 50 du Code des familles et de l'action sociale est ici impératif, l'enfant doit être immatriculé. Et le Code de la famille stipule que l'orphelin et l'enfant abandonné doivent être immatriculés. Dans le cas de l'abandon judiciaire, c'est-à-dire que si par exemple des parents décident d'abandonner un enfant, ils peuvent signer un papier et l'enfant est abandonné légalement. C'est ici l'article 50 alinéa 3 du Code des familles et de l'action sociale. Et pour les services sociaux, c'est la voie royale, puisque tout se passe en douceur. L'assistante sociale fait signer aux parents une feuille par laquelle les parents abandonnent formellement leur enfant et l'abandon est ici consommé. Et il est évident que le consentement des parents ne peut pas être considéré comme éclairé puisque le décorum de la culture officielle héritée de l'ancien colonisateur ne peut qu'intimider des journaliers en guenilles, des prostituées sans le sou ou encore des adolescentes en fugue. Donc il est assez facile pour les services sociaux de faire signer un papier par lequel les parents abandonnent formellement leur enfant, sans compter que l'illettrisme est très courant et que j'ai retrouvé dans les dossiers des dizaines de formulaires d'abandon signés par des croix ou une empreinte de pouce dans l'encre. Ce qui est sûr, c'est qu'après 3 mois, les parents ne peuvent plus revenir en arrière et l'abandon est consommé
comme le montre ce témoignage. Je la cite. C'est une mère qui écrit il y a une vingtaine d'années. Deuxième paragraphe. « Une assistante sociale m'a fait signer un document en me disant « Dans 3 mois, vous revenez et vous aurez votre enfant ». 3 mois passés, je suis retourné voir cette même personne qui se nommait Madame A, comme me l'avait promis que j'aurais mon enfant. Et voilà, ce jour-là, elle me déclare que j'ai signé un abandon. Depuis ce jour, je n'ai pas l'impression de vivre ma vie à plein temps, il y a un vide perpétuel en moi, etc. etc. » Vous voyez que, là encore, ce sont 2 logiques qui se télescopent, mais du point de vue de l'assistante sociale, elle a fait les choses, bon, certes, elle a un petit peu forcé la main, mais enfin, elle a fait les choses légalement, hein, c'est-à-dire signature, et puis l'abandon devient formel. Ce qui est sûr, c'est que on peut dire que les immatriculations se font dans le strict respect de la loi, même dans un esprit légaliste. En même temps, il est évident que la DAS ne s'assure pas vraiment que les parents ont véritablement compris ce qu'ils signaient, et on peut dire, de manière un peu plus familière, que la DAS a berné de pauvres gens illettrés qui ne comprenaient rien à ce qui leur arrivait. Mais plus profondément, on peut dire que, juridiquement, le transfert ne soulève en fait aucun problème, car toutes les catégories d'enfants autorisent la DAS à décider du lieu de vie de l'enfant en vertu de ce qu'on appelle en droit le droit de placement. C'est-à-dire que quelle que soit la catégorie de l'enfant, pupille de l'État, enfant en garde ou enfant recueilli temporaire, la DAS est en fait détentrice du droit de garde et de placement, c'est-à-dire elle peut décider où l'enfant va vivre. Pour le cas des enfants recueillis temporaires, c'est-à-dire confiés par les parents à la suite d'un revers de fortune, eh bien, il y a l'accord des parents par définition puisqu'ils confient leur enfant comme recueilli temporaire en espérant qu'ils vont le récupérer dans quelques mois quand ils auront trouvé un travail, par exemple. Donc il y a l'accord des parents, mais il y a aussi l'accord moral des enfants, puisque les enfants se bousculent pour partir, en tout cas beaucoup d'entre eux, et cet enthousiasme s'explique facilement, car le départ en métropole permet d'échapper au mauvais traitement dans les établissements à La Réunion. La métropole représente l'inconnu, l'aventure, et celui qui part en métropole est auréolé de prestige. Bien entendu, toute cette excitation ne dure qu'1 jour, et quand les enfants comprennent à quelle sauce ils vont être mangés, pardonnez-moi cette vilaine expression, qui renvoie aux contes et aux ogres, eh bien, ils veulent revenir, mais là, le piège s'est refermé sur eux, et il n'est plus question pour la DAS de La Réunion de les faire rentrer chez eux. C'est ce que montre bien cette archive. Je cite une fillette qui écrit, c'est déjà très courageux de sa part d'écrire au directeur de la DAS du département dans lequel elle est placée. Voilà ce qu'elle dit. « Je sais que j'aurais tort parce que c'est moi qui ai voulu aller en France. Mais j'ai réfléchi comme une petite gamine, j'ai dit oui sans réfléchir et maintenant je regrette. Mais Lise aussi, elle pleure et veut retourner à La Réunion comme moi. J'ai écrit à ma maman. » Vous voyez que cette fille n'est pas du tout orpheline, elle a une mère qui a été éliminée dans les conditions que j'évoque. J'ai écrit à ma maman et j'ai dit que nous voulons retourner dans notre pays et si elle peut nous aider en payant la moitié de notre voyage pour revenir à La Réunion et si vous ne voulez pas que nous retournions à La Réunion, moi et Lise, nous demandons de l'argent à mon grand-père pour retourner à La Réunion, etc., etc. Et on voit, elle conclut sa lettre avec, en témoignant sur ce choc métropolitain que j'évoquais tout à l'heure. Nous n'aimons pas l'heure, les appartements, la nature, la ville nous fait peur, c'est dégoûtant, etc. Vous voyez la subtilité de la politique de transfert, qui n'est pas illégale, mais qui est à l'évidence malhonnête, c'est-à-dire que ni les enfants ni les parents n'ont véritablement donné un accord éclairé. Grosso modo, d'un point de vue juridique, le transfert d'enfants se traduit juridiquement par 2 cas de figure. Si les parents ont encore leur mot à dire, parce qu'ils sont là tout simplement, eh bien la DAS s'efforce de les convaincre, avec des extrapolations, des fausses promesses, en garantissant que l'enfant va devenir un avocat ou un médecin ou que sais-je encore. Et donc, ces faux arguments, ces extrapolations, ces promesses, conduisent des parents pauvres et illettrés à céder et à signer. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si les parents sont d'ores et déjà éliminés parce que l'enfant est pupille de l'État,
eh bien la DAS est tutrice et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Point n'est besoin d'enlever les enfants, il suffit simplement d'appliquer les textes en vigueur, la loi de 1889 sur la déchéance parentale, le code civil, le code de la famille et de l'action sociale, etc. Ce qui me fait dire que le vrai responsable de ce transfert catastrophique, ce n'est pas la DAS de la Réunion, ce n'est pas la préfecture de la Réunion, ce n'est même pas Michel Debré en personne. Je crois que c'est plutôt la législation de l'enfance et la manière dont la France a inventé cette politique de transfert à la Réunion, mais aussi, dès le XVIIIe siècle, dans les campagnes françaises. En tout cas, pour la Réunion, la départementalisation à partir de 1946 impose le droit français, et tout particulièrement le droit de l'enfance, contre les traditions locales réunionnaises. Et pour moi, le symbole de ce transfert d'enfants, c'est ce document, c'est-à-dire des cartes d'identité qui sont mises en œuvre au moment où les enfants sont transférés, et ça transforme ces enfants en petits Français, ce qu'ils étaient déjà, mais d'un point de vue coutumier, alors que là, ils le deviennent tout à fait formellement. Et c'est parce qu'ils deviennent des petits Français, avec cette belle carte nationale d'identité, que la législation de l'enfance qui remonte au XVIIIe siècle leur tombe dessus, pardonnez-moi l'expression, et permet tout à fait légalement de les transférer. C'est leur francité même qui rend légal leur transfert. Donc le transfert d'enfants réunionnais, c'est tout simplement la traduction humaine de la départementalisation à partir de 1946, et elle illustre les ravages que la loi républicaine a provoqués en déferlant sur l'ancienne colonie qu'est la Réunion. Et puisque la Réunion fait partie de la France, puisque la Réunion est un département au même titre que la Sarthe et les Bouches-du-Rhône, eh bien, le transfert d'enfants n'est légalement qu'un déplacement interdépartemental. Et au-delà même du statut des enfants que j'ai longuement évoqué, le transfert interdépartemental est tout à fait légal d'une DAS à une autre. C'est une procédure courante qui n'appelle juridiquement aucun commentaire. Je voudrais conclure rapidement, car le temps s'est écoulé, pour rappeler que cet épisode réunionnais s'inscrit dans l'histoire longue, dans ce que mes prestigieux aînés appelaient la longue durée. Je voudrais vous rappeler que les institutions ont toujours déplacé sur de longues distances les enfants sans famille. En France, les premiers envois à la campagne depuis Paris et les grandes villes commencent sous Vincent de Paul dans les années 1640, sous Louis XIII, un petit peu avant Louis XIV. Un siècle plus tard, à la veille de la Révolution française, les enfants trouvés sont confiés à des paysans jusqu'à l'âge de 25 ans, et ce placement familial rural est officialisé sous la Troisième République par la loi de 1904. Entre 1860 et 1940, en gros entre le Second Empire et la Deuxième Guerre mondiale, le seul département de la Seine, c'est-à-dire Paris, le seul département de la Seine, transfère à la campagne 250 000 enfants dans près de 60 départements. C'était une politique d'État qui se passait au XIXe siècle. Et donc on pourrait dire que la politique de Michel Debré est l'aboutissement et le dernier avatar d'une longue politique menée par l'assistance publique qui vise à arracher les enfants à un milieu d'origine jugé vicié pour les faire renaître ailleurs dans un milieu supposément positif. Ce transfert des petits réunionnais est donc une utopie, certains diront une dystopie, mise en œuvre par la République et permise par sa législation. Donc vous voyez qu'il y a évidemment des causes conjoncturelles que je rappellerai brièvement, la misère des familles réunionnaises, la médiocrité des services locaux, l'excédent démographique sur place. Mais je crois qu'il y a des causes profondes et que cette cause profonde, c'est l'intégration des enfants ou cette politique d'État qui consiste à intégrer les enfants pour leur bien sur le papier et pour leur plus grand malheur en réalité.
Et donc ce transfert des enfants réunionnais, c'est la volonté inflexible jusqu'à l'absurdité, puisque vous voyez que les rapports s'accumulent pour en fait démontrer que cette politique a échoué. C'est la volonté donc inflexible de transformer des petits créoles misérables en français comme les autres. Et on est ici au cœur du mythe intégrateur de la République française, qui en fait, je vous l'ai montré, remonte à la monarchie. Ce mythe intégrateur de la République suppose la perte d'identité et l'oubli des origines. À l'échelle territoriale, cette opération s'appelle l'assimilation, un mot qui est tombé en désuétude tant il était teinté de colonialisme. Et ce mot d'assimilation renvoie à ce qui s'est d'une certaine manière passé à La Réunion, territorialement comme politique d'État pour élever le niveau socio-économique de l'île, et humainement par ce transfert d'enfants. Et ce mot d'assimilation, je ne l'utilise pas par hasard, car c'est à La Réunion que Michel Debré s'est consolé de la perte de l'Algérie. C'est parce qu'il avait perdu l'Algérie en tant que Premier ministre qu'il a décidé qu'à La Réunion, ça ne se passerait pas comme ça. Et de fait, il faut croire qu'il a réussi, puisque sur le malheur des enfants, La Réunion est restée française, ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Et Michel Debré ne s'est penché sur les malheurs de l'île que pour mieux l'intégrer à ce qui devenait le post-empire français. Le problème, c'est que derrière ce mythe de l'assimilation, il y a une politique d'État qui, elle, a pleinement réussi, on le voit encore aujourd'hui, et que cette politique d'État affectait, sans le dire, la dignité des individus et l'intégrité des territoires auxquels elle était censée bénéficier. Donc, je voudrais conclure sur ces derniers mots. Vous voyez que ce drôle d'épisode qui semble ne se rattacher à rien renvoie en fait à une des politiques d'État les plus profondes de l'État français, cette utopie de l'enfant neuf, utopie bientôt républicaine, qui produit de l'assimilation nationale, certains diront aujourd'hui de l'assimilation républicaine, mais qui produit aussi de la souffrance qu'elle n'est pas en mesure de percevoir et encore moins de soulager. Et pour terminer avec une note du citoyen que je suis aussi, cela devrait, je crois, nous conduire à méditer sur les tenants et les aboutissants de cette utopie républicaine, avec ses modalités, ses ambitions, ses succès et aussi ses fiascos. Je vous remercie.